Bienvenue à la capsule éducative sur le refus de soins et de transport. Dans cette capsule, il sera question du consentement, de l'aptitude et de comment l'évaluer, ainsi que le refus et les différentes étapes à travers lesquelles vous devez passer pour que votre refus soit valide. Alors, commençons par le consentement. Le consentement peut être explicite ou implicite. Alors, explicite, ça signifie que le patient va vous verbaliser clairement qu'il désire que vous le transportiez au centre hospitalier. Alors qu'un consentement qui est implicite, c'est que nullement durant l'intervention, vous allez mentionner au patient que vous le transportez au centre hospitalier. Il devrait en déduire de par lui-même, à travers les gestes et les actions que vous posez durant l'intervention, que c'est ce qui va se produire. Alors, afin de mettre fin à un consentement implicite, le patient devrait verbaliser clairement qu'il ne désire plus de vos services. Un consentement peut être total ou partiel, c'est-à-dire que le patient pourrait consentir à vos soins et au transport. Le consentement pourrait être partiel, c'est-à-dire qu'il pourrait décider de consentir à vos soins, mais pas au transport, et vice-versa. Donc, il pourrait décider d'aller au centre hospitalier, mais sans accepter les soins que vous lui offrez. Même chose, il pourrait décider de partiellement consentir aux soins que vous donnez. Donc, il pourrait décider de prendre tel ou tel médicament, mais pas un autre médicament que vous lui suggérez également. Le consentement n'est jamais définitif, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de l'intervention, le patient pourrait décider de mettre fin à son consentement. Donc, même si le transport est déjà entamé. Alors, si c'est le cas et que vous n'avez aucune raison qui justifie le fait que vous reteniez votre patient, donc que vous avez jugé qu'il était apte et qu'il n'était pas dangereux pour lui-même ou pour autrui, vous devez immobiliser votre véhicule dans un endroit sécuritaire et laisser descendre le patient. Professionnellement, il est très bien vu de trouver un autre moyen de transport à votre patient. Alors, si vous le débarquez en milieu urbain, mais il y a possibilité de le débarquer à un arrêt d'autobus, peut-être d'appeler un taxi pour lui ou un membre de sa famille pour pouvoir venir le récupérer. Poursuivons maintenant avec l'aptitude, le côté facile de l'aptitude. Alors, la loi a déjà déterminé pour nous qui elle considérait apte ou inapte à prendre des décisions pour elle-même. Alors, dans ce volet-ci, vous n'avez pas à porter un jugement, vous avez tout simplement à appliquer la loi. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, une personne avec un problème psychiatrique est considérée apte. Alors, c'est-à-dire qu'elle est apte à prendre des décisions par rapport à ses traitements ainsi qu'au transport. Donc, elle pourrait très bien refuser d'aller au centre hospitalier ou refuser vos traitements. Un mineur de 14 à 17 ans est considéré apte dans la mesure où son intégrité et sa survie ne sont pas atteints. Alors, si par exemple, on a un accident de la route avec un adolescent de 15 ans qui s'est fait frapper et qui a par exemple une fracture et qui ne désire pas aller au centre hospitalier, au point de vue médical, nous savons qu'une fracture pourrait amener des problématiques graves. Donc, on va le considérer inapte à prendre cette décision-là de ne pas aller consulter au centre hospitalier, puisque cela représente un danger pour lui. Le mineur de 13 ans et moins est automatiquement considéré inapte, peu importe la situation. Le côté plus difficile de l'aptitude maintenant, son appréciation. C'est le moment de l'intervention où vous allez devoir écouter attentivement tout ce que le patient dit afin d'analyser ses propos et d'émettre votre jugement sur son aptitude. À ce moment-ci de l'intervention, il est important de mettre vos valeurs personnelles de côté. Vous allez baser votre jugement en écoutant le patient et en analysant si son raisonnement est en accord avec ses propres convictions et valeurs à lui. Alors, si le discours est cohérent et que ça se tient avec ses propres valeurs et ses propres convictions, vous pourriez juger à la toute fin que ce patient-là est apte, même si ça ne concorde pas avec vos propres valeurs. Et c'est cette portion-là de l'intervention que la majorité des intervenants trouvent difficile. Et en effet, ce n'est pas si évident que ça. Alors, on commence toujours par évaluer les 3 sphères de l'orientation. Vous voulez savoir, est-ce que vous conversez avec quelqu'un qui est orienté? Et normalement, lorsque le patient est orienté, devrait être à même de comprendre ce que vous lui dites. Alors, vous le questionnez sur son identité, le lieu où il se trouve, et soyez prudent avec le temps, parce que bon nombre de personnes saines d'esprit ne connaissent pas la date précise la journée même. Alors, vous allez devoir adapter votre questionnement par rapport à quel moment de la journée on est, quel mois, quelle année, quelle saison. Valider la compréhension du patient des événements, ça va se faire à travers 3 choses.
Alors, vous allez devoir expliquer à votre patient quelles sont les conséquences de son refus de soins ou de son refus de transport. Et le patient, par la suite, devra répéter dans ses propres mots quelles sont les conséquences de son refus. À partir du moment où le patient répète dans ses propres mots ce que vous lui avez dit, vous pouvez juger de sa compréhension. Alors, si le patient ne réussit pas à répéter dans ses propres mots ce que vous lui avez dit, c'est que fort à parier, il n'a rien compris. Alors, si le patient n'a rien compris, c'est que vous n'avez pas réussi à l'éclairer. Donc, si le patient n'est pas éclairé, il n'est pas apte. Alors, vous allez devoir répéter, utiliser d'autres mots, d'autres formulations, afin que votre patient soit en mesure, à la toute fin, de répéter clairement quelles sont les conséquences de son refus. Par la suite, vous allez devoir questionner sur les moyens qu'ils envisagent d'utiliser pour régler son problème sans que cela représente un risque pour sa santé physique ou mentale. Alors, si par exemple, vous lui demandez, vous ne voulez pas venir au centre hospitalier rencontrer les médecins, alors qu'est-ce que vous envisagez de faire? Pour mettre fin à ma souffrance, je vais me suicider. Alors, vous savez que le suicide pourrait venir porter une atteinte à sa santé physique, donc vous considérez qu'il est un danger, donc qu'il n'est plus apte à prendre une décision. Même chose, si pour soulager sa souffrance, il mentionne qu'il va aller tuer son ex, vous savez présentement que c'est la vie de son ex qui est en danger, donc votre patient n'est pas apte à rester seul à la maison. Beaucoup de patients pensent que parce qu'ils ont refusé le transport ou des soins, ils ne sont plus autorisés à recomposer le 911 par la suite s'ils changent d'idée. Si vous déterminez que le patient est apte et peut demeurer à la maison, il est primordial que vous le renseigniez sur ce fait qu'il doit et qu'il a le droit de refaire le 911 en tout temps, malgré le fait qu'il a signé un refus de soins. Maintenant, comment procéder à un refus? Alors, en tout temps, votre MDSA doit être ouvert puisque le refus de soins doit être enregistré. C'est cette portion-là que l'on va réécouter si jamais il y a des problématiques par la suite avec cette intervention-là. Si vous n'êtes pas enregistré, c'est considéré que vous ne l'avez pas fait. Maintenant, n'oubliez pas d'aviser également votre patient qu'il est enregistré. Vous devez expliquer les conséquences physiques ou psychologiques du refus de traitement ou de transport de façon objective et sans pression. Alors, c'est-à-dire que vous devez expliquer les complications possibles de son refus de traitement ou de ne pas aller consulter au centre hospitalier, lui dire les signes et symptômes, lui mentionner et même peut-être même écrire sur un papier quels signes et symptômes sont à surveiller et lui suggérer de refaire le 911 en cas d'évolution ou à tout moment où il changerait d'idée. Vous devez faire preuve d'insistance professionnelle, c'est-à-dire que à 3 reprises durant votre intervention, vous devriez suggérer le transport à vos patients. Alors, ne le faites pas 3 fois d'affilée, ça n'a pas un grand impact, mais déjà dès le début, vous commencez déjà à parler un peu du centre hospitalier. Si vous voyez que le patient commence déjà à refuser, suggérez-le, poursuivez votre intervention, resuggérez une autre fois et après l'ensemble de votre refus, suggérez-le une dernière fois. Donc, un minimum de 3 fois, c'est de l'insistance professionnelle. Là, si vous êtes rendu à 10 fois, là, on tombe plus dans le harcèlement. D'accord? Alors, assurez-vous que toutes vos étapes sont faites et il ne devrait pas y avoir de problème. Vous devez lire la case du refus de soins du AS 803 avant de la faire signer. Important, la lire dans la langue que le patient connaît. Alors, sur votre RIP, elle est écrite en français et en anglais. Alors, cette partie-là aussi doit être bien enregistrée sur votre moniteur. Alors, vous la lisez, vous demandez au patient s'il comprend bien, de résumer ce que vous venez de dire et finalement lui faire signer. Lorsque vous avez jugé que le patient était apte, libre et éclairé et non dangereux et qu'il pouvait demeurer à la maison ou refuser vos soins, vous devez fournir des références communautaires comme alternatives. Alors, il est bien vu de laisser le patient avec d'autres ressources à la maison pour qu'il puisse se débrouiller.
Vous retrouverez toutes les informations mentionnées dans cette capsule, dans vos protocoles, à la section Généralité.